Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonjour les amis, comment ça va bien? Bonjour Philippe David. Bonjour Cécile, heureux de vous voir de retour. Ah, vous êtes sûr? Ah oui, je vous ai beaucoup manqué, vous m'avez envoyé tellement de textos me demandant des calembours, des jeux de mots que... Non, je me souviens attendez, pas. je vais montrer mon téléphone. Vous pouvez montrer votre téléphone, je me souviens pas. Mais non, en plus, c'est un gros mytho, toi, en plus. C'est fou ce qu'il a. En plus de tout le reste, je discutais avec mon ami du fait que t'es fiché 3 fois S, notamment pour tes blagues vaseuses qui mettent en danger la République. Ouais, Mais pas la République, l'humanité tout entière. La République, en plus, t'es mytho. Ouais. Non, mais ça fait des générations que ça dure, c'est ça qui est terrible. Parce que c'est de père en fils, vous savez quand même. Ah oui, le fils est aussi mytho que le père. Et le Saint-Esprit, n'en parlons pas. Oh là là, malheureux. En tout cas, on est ravis il est de... bien réel. Mon cher Philippe. Il paraît. Oh là là, mon Dieu, toujours mon pour Dieu. enfoncer le dernier clou sur le cercueil, tu peux Une compter sorte sur de Philippe parasite de Bilger. l'esprit des autres. En tout cas, on ça vous commence souhaite bien. la bienvenue. Le numéro de téléphone Dans quoi pour il a nous été joindre. ce maître Fauvert? C'est facile, 0826 300 300. On vous accueille bien entendu. La porte est ouverte jusqu'à 20h et jusqu'à 19h avec nos éditorialistes du jour. On en parlera dans quelques instants. Allez, au sommaire de cette émission, la baisse du prix des matières premières, mais pas des courses. L'État doit-il exiger une renégociation entre les industriels et les distributeurs? Le café, les biscuits et l'huile sont toujours vendus à prix fort malgré la baisse importante des cours de production. Le ministre de l'économie durcit le ton. Il réclame une renégociation entre industriels et distributeurs avec pour objectif de limiter la casse pour les ménages français, Philippe. Oui, et certains experts vont même plus loin et accusent les industriels de profiter de l'inflation pour gonfler leurs marges et donc leurs profits. Le distributeur alimentaire Lidl menace même de retirer de ses rayons certains produits de grande marque si les industriels ne reviennent pas à la table des négociations. Alors est-ce que pour vous, Bruno Le Maire doit taper du poing sur la table et dire revenez négocier et adapter les prix à l'évolution des cours mondiaux, ou vous pensez non, c'est la loi du marché, plus on gagne d'argent, mieux c'est pour une entreprise. Dans tous les cas de figure, un seul numéro de téléphone, le 0826 300 300. En tout cas, vous voyez, je l'ai pas oublié. Non, mais c'est bien. Vous exigez que l'État mette à la table de négociation les industriels et distributeurs à plus de 97%. Et on va revenir sur les intimidations et les violences contre les élus. Est-ce que vous les trouvez scandaleuses ou légitimes? En tout cas, ce sera notre coup de projecteur à 18h30 entre violence, obstruction et parti pris. En tout cas, les élus et les membres du gouvernement sont victimes d'actions de perturbation pour marquer encore leur désaccord face à la réforme des retraites. Selon Emmanuel Macron, l'incivisme qui consiste à couvrir des voies ou à empêcher les gens de faire leur travail est inacceptable et donc ça n'empêchera pas le gouvernement d'avancer ni votre serviteur. Le bras de fer continue, Philippe. Oui, Cécile, Pape Ndiaye bloqué dans une rame de TGV à la gare de Lyon. Rima Abdul Malak interpellé hors du théâtre du Châtelet et à l'intérieur du théâtre du Châtelet par des intermittents du spectacle. Éric Dupond-Moretti accueilli en Sarthe au son de casserolade. Emmanuel Macron à Vendôme aujourd'hui avec les manifestants maintenus à l'écart. Après, on a vu comment ça s'est passé à Ganges, Sud Radio y était, et à Célestat. Bref, est-ce que pour vous c'est mérité ou est-ce que pour vous c'est scandaleux? Est-ce que pour vous c'est légitime de protester de cette manière ou est-ce que c'est de la prise d'otage de la République? Dans tous les cas de figure, encore et toujours un seul numéro de téléphone, le 0826 300 300. Ne confondez pas avec la Redoute, c'est Sud Radio bien entendu. Est-ce que pour vous c'est scandaleux ou légitime en tout cas cette violence et ces intimidations? Vous dites que c'est légitime à 83%. Vous souhaitez la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et ils sont là, ils sont beaux, ils sont trop frais, comme des gardos. Philippe Bilger est avec nous, le président de l'Institut de la Parole. Comment ça va, mon cher Philippe? Très bien. Voilà, Très bien, ma chère Cécile. je suis tellement heureuse de vous retrouver. Vous nous avez manqué et il a un peu réduit ses calembours durant la période où vous étiez absent. Ah, il n'a pas osé, le bougre. Non, je l'ai gardé pour vous. D'ailleurs, j'embrasse Stéphanie Muru d'avoir la gentillesse de prendre ma place et de vous supporter, mon cher Philippe David. Françoise de Gaulle. La prime de pénibilité. Françoise de Gaulle est avec nous. Le jeudi quand j'étais. Oui, c'était un vrai plaisir. Là, c'est plus de la pénibilité, là, c'est du sacrifice. Oui, bien sûr, vous allez voir ce que vous allez prendre. D'ailleurs, on va l'appeler. Est-ce que vous voulez revenir, Stéphanie? Non, je ne peux pas, j'ai piscine. Jean-Michel Fauvert est heureuse avec de vous nous. revoir quand même. Merci, mon petit chat. J'aimerais bien savoir.
savoir pourquoi il faut régler un problème tout de suite à 17h08. Pourquoi vous inondez Philippe David de textos pendant vos jours de congé et que nous n'avons droit à rien. C'est juste une vraie question. Non, c'était juste rends-moi mon stylo. À quelle heure passe la femme de ménage? Non, ça va. Jean-Michel Fauvergue est avec nous, ancien député et ancien patron du REM. Comment ça va? C'est minimum de rêve ici. Je me permets toujours de rappeler les livres de chacun. Alors, Libre propos d'un inclassable publié chez Nouvelle Librairie pour Philippe Bilger. Et puis L'homme qui n'avait pas d'amis chez Plomb, ça c'est Françoise Degois. Ça se vérifie jour après jour. Je dois dire que vraiment, la prophétie a marché. Voilà. Et notre ami Jean-Michel Fauvergue, Les hommes en noir, servir ou faillir aux éditions Plomb. Et je crois qu'il y a de la joie qui arrive avec ce livre encore. Il y a encore des choses qui doivent tomber, des prix, des trucs. On en est où de ces prix-là? Non. Ça suit son cours. Oui, ça suit son cours. Voilà. Pour l'instant, rien n'est tombé. On va attendre. Suspense. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on est content de voir Fauvergue? Oui, parce que ça fait partie des grands flics républicains. Moi, j'aime quand les flics sont républicains. Vous ajoutez systématiquement toujours, parce que vous avez aujourd'hui des représentants des syndicaux de policiers qui ne le sont absolument plus ni dans leur propos ni dans leur attitude. Lui, il est super. Voilà. Et en tout cas, Philippe de Haute-Garonne est là. Alors, avant que ça dégénère. Il y a un autre Philippe. Faut arrêter les Philippe là. Il y a une espèce de. On a acheté un truc global sur l'année en disant qu'il faut des Philippe. Il est de Haute-Garonne celui-là, en plus. Quelle horreur. Philippe, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Bonsoir. Salut Philippe. Vous êtes de Toulouse, en Haute-Garonne? Oui. Magnifique. En banlieue, où ça? À Saint-Orens. Oh, tu parles d'une banlieue. Alors attendez, vas-y, Philippe David. Une boulangerie, un truc, une magnifique, un grand hypermarché à côté. C'est là qu'elle allait faire corder mes raquettes de tennis. Super intéressant. C'est ça qui est bien avec Philippe David, c'est que ça fait avancer le débat. Je trouve qu'il a pas Non, c'est très joli ça. Philippe, vous faites quoi dans la vie? Je suis artisan. Oh là là, qu'est-ce qu'on aime les artisans. Dans quelle filière? Dans le domaine du bois. Ma passion. Vous êtes quoi? Vous êtes menuisier? Oui. Oh là là. Je veux travailler avec vous. Il y a des Philippe qui ont des métiers intéressants et qui sont intelligents. Vous voyez, il y a des Philippe. Et son langue de bois, évidemment. Bravo. Pardon, elle est nulle. Elle est bien. Non mais là on fait vraiment des calembours à la chaîne. Allez. Les amis, il nous reste pas longtemps et aujourd'hui, voilà, on voulait rendre hommage à quelqu'un. Écoutez. Try to remember the kind of September. Et c'est Harry Belafonte qui vient de nous quitter à l'âge de 96 ans. C'est pas une Je vous rappelle que. Parce que c'était la pub d'Heineken. C'est ça, on Je crois que c'était le café, on cherchait. On pensait que c'était le café. Aujourd'hui. Militant du mouvement des droits civiques et on l'appelait Libération, on l'a appelé le charme à gauche. Quelle merveille, quelle beauté, quelle très beau gosse. Oui, puis quelle belle voix, Je l'ai entendu. Et dans le registre de Beau Gosse et de la Belle Voix, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et monsieur le procureur de requérir contre ceux qui n'arrivent pas à quitter le pouvoir. Ah oui. Biden. Oui. Non, mais parce que au moment même. Ceux qui n'arrivent pas à se rappeler de leur. Non, mais au moment même où vous me parliez en effet de Biden que j'ai évoqué dans Le Point de Vue ce matin, je pensais à d'autres. Mais Biden, c'est sûr il rame bien, il est bon. C'est sûr que je trouve pitoyable, d'une certaine manière, la volonté de Biden de poursuivre, de proposer de nouveau un mandat pour lui alors qu'il a 80, je crois, et qu'il a manifesté parfois quelques faiblesses. Et je me demandais, mais là que Françoise va nous éclairer, je ne parviens pas à comprendre totalement pourquoi les hommes et les femmes ont tant de mal à quitter le pouvoir qui leur a été dévolu par quelque moyen que ce soit. J'ai bien conscience que il est dur de quitter une fonction qui vous donne le sentiment
documente votre importance, mais tout de même, comment ne peut-on pas être conscient du fait qu'à 80 et quelques, on n'est plus opératoire pour une tâche aussi immense et on ne parvient pas à l'accepter? Est-ce qu'il y aurait de la vanité au fond de tout homme de pouvoir? C'est une question que je pose, Jean-Michel. Vanité, vanité, tout n'est que vanité. Vous connaissez bien sûr les paroles de l'Ecclésiaste, c'est une règle politique. Moi, je pense que le pouvoir est une drogue dure, vraiment. Et que, d'abord, au-delà de la mission, parce qu'on critique toujours les hommes politiques, mais en réalité, leur point de départ aussi, c'est le sens de la mission. Et mon sentiment est que quand il quitte, il meurt. Regardez, on a deux exemples. François Mitterrand, lorsqu'il est élu, il sait déjà qu'il est atteint du cancer. Il va arriver à faire 2 septennats, 14 ans, avec une maladie qui aurait peut-être dû le liquider beaucoup plus vite, et qui le tient vivant. Il quitte le pouvoir, il meurt 6 mois après. Jacques Chirac, c'est pareil. Jacques Chirac se tient et se maintient parce qu'il y a cette adrénaline. Alors, je veux bien qu'on dise le goût, le désir, la vanité, vous avez raison sur tout, mais il y a aussi ce sens que ma vie est utile. Et j'avais une grande discussion très tard un soir avec Laurent Fabius, à l'époque où il pouvait encore parler, qu'il n'était pas président du Conseil constitutionnel, et il disait au fond, on fait tous de la politique parce qu'on a tous peur, une peur terrible de mourir, au fond, peut-être plus que les autres. Et donc je pense que la mort physique et la mort morale, pour ces gens qui sont à ce niveau-là du pouvoir, intervient très vite quand ils le quittent, tout simplement. Quant à Biden, c'est pas le premier et le dernier. Juste sur le plan politique, si vous dites que vous n'êtes pas candidat à votre succession aux États-Unis ou en France, de toute façon, vous êtes cuit, vous pouvez plus gouverner. Donc il peut très bien le dire et à la fin des fins ne pas l'être. Jean-Michel Fauvergue. Il vous reste 10 secondes. Pardon. Il me reste 10 secondes. Non, mais ce que je veux juste ajouter, moi, effectivement, je suis d'accord avec Françoise, on a des hommes politiques qui se consacrent réellement à leur fonction, et je crois qu'à un certain moment, ceux qui ont fait vœu de politique et qui ont fait leur carrière dans la politique ont beaucoup plus de mal que ceux qui sont rentrés par hasard. Suivez mon regard, parce que ceux qui sont rentrés par hasard ont fait des choses avant, se sont rendus compte que la politique n'est pas en soi une finalité, c'est le fait de servir les Français par la politique et la finalité. Ça, on l'oublie un peu trop. Alors Biden, c'est vrai que c'est un peu catastrophique quand on voit son état. J'espère qu'il va se maintenir. Surtout qu'il avait dit qu'il irait pas. Quoi dire d'autre c'est déjà pas mal. Le fait, parce qu'on arrive au bout en plus. C'est ça. Je me permets. Tu veux que maintenant on revient à des choses. On n'arrive pas au bout de la vie de Biden, on arrive au bout du chronomètre. Vous restez avec nous, les amis. Vie est chronométrée, on vous souhaite la bienvenue, et bien sûr l'antenne vous est ouverte avec Aude au 0826 300 300. Merci Philippe Bilger d'être là, merci Françoise Degois et merci Jean-Michel Fauvergue. Et Philippe, notre auditeur Vraie Voix, est avec nous. Dans un instant, le grand débat, baisse des prix des matières premières, l'État doit-il exiger une renégociation entre les industriels et les distributeurs? Pour l'instant, vous dites un grand oui à 97%. On a envie de vous entendre jusqu'à 19h. On souhaite la bienvenue. Bienvenue dans Les Vraies Voix, merci de votre fidélité. Cette émission est la vôtre, bien entendu. Vous êtes les bienvenus à l'antenne. Aude vous attend, 0826 300 300. Vous voulez commenter l'actualité avec Philippe Bilger aujourd'hui, Françoise Degois et Jean-Marc, j'allais dire n'importe quoi. Jean-Michel Fauvergue. Pourquoi je l'appelle Jean-Marc? Vous appelez Jean-Marc? Jean-Marc, deuxième prénom. Oui. Ah oui, c'est la fille qui va absolument être de mauvaise foi. Jean-Philippe, tu vois, l'horreur, le cauchemar. Non, lui, il n'est pas interchangeable, contrairement à tant d'autres. Pourquoi me regardez quand vous dites ça, Philippe? Je regardais devant moi. Vous avez un truc à me dire ou pas? Allez, on vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les Vraies Voix Sud Radio. Et bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir. Les 3 mots dans l'actu sont Biden, Léotard et Mayotte. Joe Biden, candidat pour un second mandat, le président des États-Unis l'a annoncé tout à l'heure. François Léotard s'est éteint à 81 ans, figure de la droite. L'ancien ministre de la Défense et de la Culture s'était retiré de la vie politique depuis sa première condamnation il y a une vingtaine d'années. Et puis Mayotte, où la justice s'oppose à l'évacuation d'un bidonville après déjà le refus des Comores hier d'accueillir les bateaux français avec les migrants expulsés. Les Vraies Voix Sud Radio. Freedom.
personal freedom is fundamental to who we are as Americans. Les libertés individuelles sont fondamentales, affirme Joe Biden, candidat à sa réélection dans un clip publié ce midi heure française, c'est-à-dire à l'aube heure de Washington. L'une des premières images de cette vidéo, c'est la pancarte d'une manifestante défendant le droit à l'avortement, un droit de plus en plus remis en cause, on l'a vu encore aujourd'hui dans le Dakota du Nord. S'il était réélu, Joe Biden, président le plus âgé de l'histoire des États-Unis, aurait 86 ans à l'issue de son second mandat. Direction Washington pour en parler. Bonsoir Olivier Piton. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous êtes avocat à Paris et Washington, ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord. Vous avez publié chez Plomb le livre Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique. Alors dites-nous comment les États-Unis accueillent cette nouvelle depuis tout à l'heure. Écoutez, c'est la fin du feu rouge pour les démocrates, c'est-à-dire que maintenant on a enfin du côté des démocrates l'information que tout le monde attendait, c'est-à-dire la volonté de Joe Biden de concourir pour un second mandat. Donc maintenant les acteurs, les principaux acteurs sauf surprise sont maintenant en place aussi bien du côté démocrate que du côté républicain et la campagne va vraiment pouvoir débuter. En tout cas, c'est la première réaction qu'on a ici aux États-Unis, c'est que maintenant le jeu va pouvoir commencer. Avec donc peut-être un match entre Donald Trump et Joe Biden. Ce serait inédit, c'est un match entre un président sortant et son prédécesseur qu'il avait battu 4 ans plus tôt? Oui, c'est ce que entre 75 et 80% des Américains ne souhaitent pas, d'après les sondages. C'est un peu, alors pour faire une comparaison avec la campagne présidentielle d'il y a un an, c'est à peu près le même schéma, c'est-à-dire que fondamentalement, les Américains ne veulent pas d'un nouveau débat, d'un nouveau combat entre Joe Biden et Donald Trump, et en même temps, on aura peut-être l'occasion de parler du principal rival républicain Ron DeSantis. On ne voit pas ce qui pourrait véritablement empêcher de nouveau ces deux personnalités de se confronter à nouveau l'année prochaine. Justement, Olivier, parlez-nous de son principal rival. C'est le Californien, le gouverneur, pardonnez-moi, de Floride. Est-ce qu'il n'a aucune chance véritablement face à Donald Trump? Parce que les papiers qu'on voit arriver ici sont plutôt positifs pour lui. Enfin, positifs pas sur ce qu'il défend, mais en tout cas sur ses chances. Alors, il faut bien avoir en tête qu'à aucun moment, y compris quand Donald Trump était au plus bas dans les sondages, Ron DeSantis lui est passé devant. Il y avait quelques sondages qui le donnaient au coude à coude, mais il faut bien comprendre que parmi les républicains et parmi la base, en particulier la base très dure en faveur de Donald Trump s'est toujours retrouvé légèrement devant Ron DeSantis. Et depuis son inculpation d'il y a à peu près 15 jours, il y a un bond de popularité en faveur de Donald Trump, ce qui fait que, d'une part, il faut rappeler que Ron DeSantis n'est à ce jour toujours pas candidat, seul Donald Trump l'est, et que deuxièmement, en tout cas, dans le cœur des républicains, incontestablement, pour l'instant, Donald Trump reste, et de très loin, le favori. Il a entre 15 et 25 points d'avance sur son adversaire. C'est donc pour l'instant une marge assez importante. Dans sa vidéo, Joe Biden dit « Finissons le travail ». Est-ce que c'est qu'il estime dans cette campagne avoir un bon bilan à défendre, notamment sur les questions économiques et sociales? Il a un bon bilan, incontestablement, il a un bon bilan. Il y a 12 millions d'emplois qui ont été créés. On a un record de création de PME. Pour la première fois en une année, on a dépassé la barre symbolique du million de PME créées, ce qui n'était jamais arrivé aux États-Unis. On a une baisse des prix de première consommation, une baisse du prix de l'essence qui est maintenue à un niveau tout à fait acceptable pour les Américains. On a une augmentation de plus de 15 millions de personnes qui se sont agrégés, qui ont cotisé à l'Obamacare. Et puis on a des lois emblématiques sur l'environnement, sur l'inflation. On a également un certain nombre de personnalités dites de la diversité qui font partie de son cabinet. Le premier noir le deuxième noir à la défense, la première femme au Trésor, la première amérindienne. On a également la première lesbienne, le premier homosexuel. Donc sur tout un tas de sujets économiques et en termes, disons, sociétaux, il a effectivement un bilan tout à fait appréciable. Et le problème, vous l'avez bien compris, pour lui, ne s'oppose pas à ce niveau-là. Il se pose à un autre niveau, qui est le niveau de sa personnalité et surtout de sa capacité cognitive à pouvoir assumer un deuxième mandat.
Olivier, j'aimerais vous questionner sur un mystère. Vous avez réussi à écrire un excellent livre sur une personne qui s'est avérée parfaitement médiocre, la vice-présidente de Biden. Comment vous expliquez ça ? Alors, sur le choix de mon livre, je ne m'étendrai pas dessus. Sur, en revanche, la médiocrité... Alors, moi, je vais toujours défendre Kamala Harris, d'une part parce qu'elle est dans une situation extrêmement complexe. Si elle en fait trop, si elle veut donner le sentiment qu'elle veut prendre la place du boss... On va la traiter d'ambitieuse, on va la traiter d'intrigante, et si elle n'en fait pas assez, on va dire, bah voilà, elle est un peu falote et elle ne remplit pas son rôle. Or, la réalité, c'est que elle est dans l'attente. On ne sait pas d'ailleurs si elle sera reconduite comme éventuelle vice-présidente, mais elle n'a pas tellement le choix. Et moi, je trouve que sur les dossiers qu'elle a récupérés, en particulier des dossiers régaliens comme celui de la sécurité et de l'immigration, elle s'est plutôt bien comportée. Donc, j'aurais quand même plutôt tendance à la défendre, et pas uniquement parce que j'ai écrit un livre sur elle. Merci beaucoup, Olivier Piton, avocat à Paris et Washington et ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord et auteur du livre Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique chez Plomb. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous. Venons-en à cette disparition d'une figure de la droite. Emmanuel Macron salue un esprit libre, un homme de livre et d'engagement. François Léotard s'est éteint à l'âge de 81 ans, ancien ministre de la Défense et de la Culture en 1986 lors du gouvernement de cohabitation de Jacques Chirac. Un nouveau ministre ici présenté par Rachid Arab à l'époque. François Léotard, signe particulier, a passé 1 an dans une abbaye bénédictine avant d'entrer à l'ENA. Léo, pour les intimes, successeur de son père à la mairie de Fréjus, est très rapidement élu député du Var. Un look jeune, décontracté, un charme certain, une passion pour le marathon qu'il court régulièrement en 3h30. Son totem chez les scouts, zèbre idéaliste. Mais lui préfère cette définition de Michel Poniatowski. Léotard, c'est le petit prince de Saint-Exupéry. L'altitude lui permet de regarder passer les nuages. François Léotard qui dirigea l'UDF, la droite pro-européenne, comme en témoigne cet autre archivina de 1987. Ce n'est pas l'Europe, comme disait le général de Gaulle, en sautant comme un cabri sur sa chaise. C'est la volonté par les Français de construire un continent qui aujourd'hui n'a pas réussi à affronter ses propres défis. 10 à 12%, je ne sais pas quel est le score actuel du Front National, de gens qui sont des fascistes. C'est pas vrai, ça n'est pas vrai. Il y a par contre un certain nombre de citoyens qui vont de ce côté-là parce qu'ils sont désorientés, parce qu'ils ne trouvent pas dans un certain nombre de sujets lancinants de la société française des réponses. Bien entendu le chômage, la persistance du chômage, bien entendu l'immigration, bien entendu les problèmes d'ordre public, de délinquance, d'insécurité, et probablement une vraie réflexion, et je me tourne vers la jeunesse, une réflexion sur l'identité du pays. Qu'est-ce que c'est être français aujourd'hui? Quel est ce pays qui est un peu en panne de destin? François Léotard qui s'était mis en retrait après un échec au régional, puis une première condamnation en 2004, 10 mois de prison avec sursis pour blanchiment d'argent, financement illégal de partis politiques. Il avait de nouveau été condamné en mars 2021, 2 ans de prison avec sursis et 100 000 € d'amende pour complicité d'abus de biens sociaux dans l'un des volets de l'affaire Karachi. C'est rétro-commission illégale sur les contrats d'armement avec l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Notez que demain soir sur Sud Radio, Jacques Pessis rediffuse ses clés d'une vie en compagnie de François Léotard à 21h. Et puis le point sur la situation à Mayotte. La justice interrompt l'opération d'expulsion des migrants. Un mauvais départ, oui, pour l'opération Wambouchou dont on vous parlait hier. Le tribunal de Mamoudzou suspend l'évacuation d'un bidonville qui était prévu aujourd'hui à l'aube. Les habitants de Talus 2, un bidonville de Koungou avec plus de 100 familles, avaient pourtant déjà préparé leurs affaires. Mais la justice ordonne de cesser toute opération d'évacuation, de démolition des habitats. Elle estime que cela mettrait en péril la sécurité des autres habitants du bidonville dont les logements seraient fragilisés. Pour rappel, depuis hier, les Comores refusent désormais les bateaux français avec les expulsés à leur bord. Oui, Philippe Bilger, vous avez réagi. François Léotard, je l'ai un peu connu à une certaine époque. J'ai été étonné de voir la dérive. Enfin, je voudrais être élégant tout de même. L'aigreur, les dernières années, notamment à cause de ses ennuis judiciaires, une violence, une virulence qui m'ont beaucoup surpris. Je vais aller à l'encontre de ça. Moi, j'ai beaucoup connu François Léotard parce que j'ai commencé au bureau de Marseille pour une très grande chaîne de services publics. J'ai beaucoup connu François Léotard et c'est la démonstration que les plus grands espoirs de la politique peuvent finalement être décevants. François Léotard avait une attitude exceptionnelle. Il a empêché l'élection à la présidence de la région PACA à l'époque, du rassemblement, du Front National à l'époque. C'était un type hors norme et je suis assez triste de la façon dont ça se termine. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Félix. Mathieu, on vous retrouve tout à l'heure dans un instant. Le grand débat du jour, la baisse des prix des matières premières, l'état
l'État doit-il exiger une renégociation entre les industriels et les distributeurs? Pour l'instant, vous dites un grand oui à 97%, donc vous pouvez nous le dire. Aude vous attend au 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, un moment de détente où on parle vrai, on se dit les choses, on se dispute parfois, on se vanne quand aussi. On parle vrai, ma chère Cécile, c'est rarement de la détente. C'est vrai. Moi, ça me détend parce que c'est moi qui vous écoute, donc c'est vous qui êtes énervé. Moi, je suis comme à la parade. Ça fait rire, voilà, mais c'est intéressant, c'est le reflet de la société, des gens qui nous écoutent. Donc Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degaut est avec nous, Jean-Michel Fauvergue est avec nous. On a un petit peu tout là. Tous les chiquiers politiques. Voilà, c'est ça. On a la droite conservatrice, le macroniste, pas BA, mais voilà. Et puis la gauche turbulente. Voilà, c'est ça. Très turbulente. 0826 300 300. Vous, on vous classe nous, pas. Nous, on est inclassable. Un peu l'extrême gauche, vous. Non, mais tu sais, mon cher ami. Votre passion pour Mélenchon. Mon cher ami, je vous le redis, comment un type aussi cultivé que vous peut s'amuser à reprendre des éléments sur l'extrême gauche. Il n'y a aucun parti d'extrême gauche à part Lutte ouvrière dans ce pays. Donc maintenant, vous arrêtez. LFI, non? Mais LFI n'est pas un parti d'extrême gauche. LFI n'est pas pour la gestion. LFI n'est pas pour les renationalisations. C'est même pas ça. Sachez qu'est-ce que c'est l'extrême gauche avant de répéter bêtement dans un psittacisme. Mais j'aime bien. Un psittacisme qui ne vous ressemble pas. Les éléments de langage du gouvernement. Mais soyez aimables. François, je donne une autre définition à l'extrême gauche. Évidemment, la définition qui vous arrange, évidemment. Oui, pardon. Allez-y, Philippe. On nous attend. Oui, on a un débat. Mais nous, on parle. Il y a un truc, il y a un bras de fer. C'est le grand débat. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les matières premières sont en train de baisser. Le blé qui était à 430 € la tonne est à 240. On peut espérer que la rentrée sera vert après avoir vécu dans ce fameux Mars rouge. Les hausses de prix prennent l'ascenseur, mais les baisses de prix ne prennent que l'escalier. Ça va beaucoup plus doucement. Je convoquerai au ministère de l'économie et des finances, distributeurs et industriels pour qu'ils reprennent leurs négociations. L'année dernière, lorsque c'était à la hausse, on a fait 3 rounds de négociations. On a vu 3 fois les industriels pour faire des hausses successives. Là, la démarche, c'est la réciproque, c'est de dire si ça baisse, on se revoit. Nous ne laisserons pas des grands industriels faire des marges indues ou faire des rentes sur des prix de gros qui sont en train de baisser. Les coûts des cours, du café, du blé, de l'huile ont largement baissé. Pourtant, les répercussions sont assez peu visibles dans les magasins. Et je vous l'assure, si vous faites vos courses, vous allez voir. En un an, l'inflation sur les produits alimentaires a passé la barre des 17%. Une situation qui révolte les consommateurs. Et Bruno Le Maire, écoutez ce qu'il a dit. Si jamais les négociations n'ont pas reprise, je convoquerai au ministère de l'économie et des finances, distributeurs et industriels pour qu'ils reprennent leurs négociations. Je ne veux pas qu'ils refassent leur marge au moment où les prix baissent sur le dos des consommateurs. Une petite colère. Oui, et selon une enquête du cabinet de conseil en achat Agile Bayer, 80% des distributeurs soupçonnent certains de leurs fournisseurs de pratiquer, je cite, une inflation opportuniste. Certaines enseignes menacent même de retirer de leurs rayons certains produits de grandes marques si les industriels ne revenaient pas à la table des négociations. Alors est-ce que pour vous c'est normal ? On a négocié, le cours baisse, on gagne plus d'argent. Est-ce que pour vous, l'État n'a pas à se mêler des négociations entre distributeurs et industriels ? Dans tous les cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300. En tout cas, vous êtes d'accord pour que l'État exige une renégociation à 97%. Et Paysan 47 nous dit « L'État engrange des recettes fiscales supplémentaires, les distributeurs coopératifs et industriels se gavent et les producteurs ne couvrent pas les charges. » Et pour en parler, un spécialiste, Yves Puget, est avec nous, directeur de la rédaction de LSA, c'est le magazine des professionnels de la consommation. Cher Yves Puget, bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Philippe Bilger, on parle forcément, forcément du panier moyen de la ménagère. Il va bien falloir trouver un équilibre entre le fait que ça baisse aujourd'hui et le fait que ça reste plutôt élevé chez les supermarchés. J'ai l'impression, Cécile et Philippe, que ce sujet a déjà été abordé par Sud Radio et c'est tout à fait normal. À intervalles réguliers, le problème se pose. Mais comme je suis naïf et que je ne veux pas immédiatement faire un raisonnement qui nous conduit au pire, est-ce que notre spécialiste pourra nous dire, au moment où lui donnera la parole, si au fond il y a forcément de la part de ces gens une sorte de mauvaise foi commerciale, une volonté d'augmenter, de la malignité, ou bien est-ce que ça met du temps à s'inscrire dans le réel,
comment se fait-il que de manière aussi ostentatoire, parfois, on ait l'impression d'une sorte de malhonnêteté commerciale? C'est ce que je ne parviens pas à comprendre. On le met de côté. Jean-Michel Fauvert. Je voudrais compléter cette question, si vous me le permettez, Philippe, du fait de savoir s'il y a des mécanismes justement pour aller beaucoup plus vite, à la fois à la hausse, mais ça à la hausse ça va toujours très vite, mais surtout à la baisse, et pour éviter des spéculations éhontées sur des prix qui seraient en train de baisser dont on ne répercute pas cette baisse-là. Est-ce qu'il existe des mécanismes? Je vais mettre moi les pieds dans le plat et je vais dire que c'est le bal des faux culs tout ça, parce que Bruno Le Maire qui prend des colères, depuis 6 ans ce gouvernement n'a jamais rien fait pour se mêler des négociations commerciales. Moi je veux bien qu'on accuse l'agroalimentaire, mais les premiers, si vous voulez, à être des véritables mafieux, et je le dis comme je le pense, comme je le sens vraiment, c'est les 3 grandes centrales d'achat qui, depuis des années, 20 ans, depuis la fameuse loi Michel-Édouard Leclerc, on l'appelle comme ça, la loi sur les négociations commerciales, si vous voulez, font un chantage et tordent le bras à tous les industriels, soit c'est ces prix-là, parce que nous sommes les champions du pouvoir d'achat des Français, soit on vous déréférence des rayons. Un jour, Danone s'est amusé à dire, ok, on y va, on est déréférencé, ça a été un désastre, ils sont revenus en rampant. Donc moi je veux bien... Même Coca-Cola a déjà été déréférencé par des enseignes. Et que les agroalimentaires soient toujours les gros méchants de l'histoire, ça n'est pas forcément vrai. Je veux bien que Lidl se fasse de la pub parce qu'il essaie d'emboîter le pas de Michel-Édouard Leclerc, le Robin des Bois des consommateurs. Ça n'est pas aussi simple, ça n'est pas aussi facile, et la grande distribution n'est absolument pas blanc-bleu dans cette question. Quant à Bruno Le Maire, s'il avait voulu agir, ce gouvernement l'aurait fait depuis longtemps et aurait tordu le bras un peu plus qu'il n'a pas fait. Yves Puget. Si, il y a des actions de protection. Ma première réaction... Yves Puget. Logiquement, donc, si les coûts des matières premières baissent, normalement, en tant que consommateur, on devrait se dire ça baisse dans les magasins, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi ? Alors, ma première réaction par rapport aux propos, je me suis amusé avec mon téléphone portable. Mafia, association secrète d'origine sicilienne, servant des intérêts servés par des moyens illicites recourant à la violence. Là, je pense qu'il y a un excès de langage pour des boîtes cotées au 440 et des emplois français. Bon, passons. Après, Bruno Le Maire... Vous n'êtes pas d'accord sur les centrales d'achat? Mais non, les centrales d'achat, elles sont officielles. Bon, peu importe. Sur la question du prix, Bruno Le Maire a la mémoire un peu courte parce que les prix, l'inflation, elle est réelle, elle est de 17,6%, mais elle a commencé il y a un petit peu plus d'1 an et c'est tous les ans entre 0,5 et 0,8 de plus tous les mois. Ça a été progressif et l'année dernière, il y a eu 4 rounds de renégociation. Donc, on va certainement avoir la même chose pour la renégociation, mais à la baisse. Pourquoi ce n'est pas immédiat? Parce que les produits qui sont vendus aujourd'hui dans les magasins, ce sont des produits fabriqués avec les cours il y a plusieurs mois. Donc, il faut quand même laisser le temps d'acheter la matière première, de fabriquer les produits, de les mettre dans la supply chain, dans la logistique et de les vendre. Donc, il va se passer quand même quelques temps. Donc, ça, c'est la première chose. Après, effectivement, il faut certainement dissocier les entreprises et les secteurs. Les PME, les prix ont moins augmenté de 2 points par rapport aux grands groupes. Là. Donc là, il y a peut-être une question. Et puis après, là, c'est un débat de calculatrice, j'ai envie de dire. Quel est le coût matière première dans le coût final du produit? Parce qu'effectivement, un marchand de pâtes, un fabricant de pâtes, va vous dire que le coût matière première du blé, c'est pas sa première facture. Il y a l'énergie, il y a l'emballage, il y a les salaires, il y a le transport. Donc là, chacun va sortir ses arguments pour dire où est la vérité. Honnêtement, je pense qu'on va certainement arriver à au moins une stagnation, un arrêt de l'inflation, peut-être cet été, mais ça ne peut pas être immédiat. On n'est pas dans le secteur du pétrole. J'ai une question, Yves Puget. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il est trop facile en permanence de dire que c'est la faute des industries agroalimentaires? On sait très bien à quel point cette industrie, elle est implantée dans les territoires. C'est souvent des PME. Les grandes réussites sont souvent des réussites familiales. Je pense notamment au groupe Andros, par exemple. Mais ce n'est pas le seul qui justement refuse de faire rentrer des actionnaires, garde un savoir-faire. Donc je trouve, moi vraiment, que c'est trop facile en
permanence de dire les industriels, entre guillemets, se gavent. Je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, c'est vrai que le terme mafia, c'est parce qu'on l'emploie dans le milieu, et vous le savez très bien, vous êtes patron de LSA, donc vous savez très bien comment on parle des centrales d'achat. Avouez quand même que, hors inflation, il y a une attitude de chantage permanente de la part des centrales d'achat sur toute la filière, c'est-à-dire sur l'agroalimentaire et par répercussion sur les producteurs. Yves Puget, après on part au 0826 300 300. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous sur le rôle de l'industrie agroalimentaire française. Vous avez entièrement raison. Et on peut citer plein d'autres sociétés françaises. C'est vraiment un point fort de notre économie. Après, oui, pression, incitation forte, oui, mais dans le respect, je l'espère, sinon il faut les condamner, de la loi. Et en phase 2, ils ont aussi, les distributeurs, des consommateurs qui veulent des prix bas. C'est vrai. Bah oui, c'est ça. Regardez Action qui marche très très bien. Donc s'ils se dépositionnent, ils perdent des clients. Donc c'est là où c'est pas simple. Et juste pour terminer, notre problème en France, c'est qu'on a une loi qui a voulu, à juste titre, défendre le monde agricole, ce qui est très très bien, parce qu'il faut défendre le revenu de nos agriculteurs. Mais le défaut de cette loi, des lois Egalim, ce n'est pas une loi, ce ne sont pas des lois de filière. Absolument. La filière aurait dû tenir compte des agriculteurs, du monde industriel, des distributeurs et intégrer le consommateur. Restez avec nous, Yves Puget, 0826 300 300. Philippe qui est avec nous. Philippe, une réaction sur ce sujet? Alors d'abord, je suis tout à fait d'accord avec Françoise Degois quand elle dit que la grande distribution essore depuis des années et des années l'industrie agroalimentaire. Ça ne date pas d'aujourd'hui qu'une chaîne d'hypermarchés déréférence un produit. Je pense, ma mère travaillait dans l'agroalimentaire, elle travaillait dans une biscuiterie et dans les années 80, on était déréférencé parce qu'on refusait de baisser les prix. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est quand même très drôle d'entendre un ministre d'un gouvernement qui est ultra-libéral nous sortir quelque chose d'anti-libéral à 100%, là, pour le coup. Jean-Michel Fauvert veut réagir. Non, mais on est dans un pays et avec des gouvernements qui sont tous sauf ultra-libéraux. On a une économie protégée, il faut arrêter avec ça. On a une économie protégée, on a des boucliers tarifaires, on est un des pays les plus protégés, on demande au gouvernement d'intervenir tout le temps. Là, moi je peux pas, ces choses-là, j'ai du mal à les entendre, parce que je les ai vécues et parce que je sais qu'on n'est pas dans un pays ultra-libéral dans lequel les règles de l'ultra-libéralisme s'appliquent. Pas du tout. En tout cas, il y a une marche vers le libéralisme qui est évidente de la part d'Emmanuel Macron. On est entre le communisme et le libéralisme. C'est pas vrai. Quand vous voyez la réforme de l'assurance chômage, quand vous voyez la réforme des retraites, les boucliers tarifaires. Écoutez, on va pas faire de la philosophie politique. Il a quand même assez raison d'entendre d'un côté Bruno Le Maire qui tape du poing, parce que ça n'a. Yves sera d'accord avec nous de LSA. Il peut taper du poing, c'est de la communication. Le gouvernement, de toute façon, ne peut pas se mêler des. On va au standard. Ça réagit beaucoup. Philippe, restez avec nous. Bernard qui nous appelle de Mont-de-Marsan. Bonsoir Bernard. Bonsoir, bienvenue Bernard. sur Sud Radio. Bonsoir à vous tous. Bonsoir Bernard. Première chose, Philippe vient de dire que nous sommes dans un pays ultra-libéral. Ça me choque. Je tombe sur mon fauteuil dans la voiture que d'entendre une telle couillonnade. Nous sommes dans un pays qui est en cours de socialisation avec un magistère socialiste qui est imposé depuis environ 1974. Bon, ça c'est une chose. J'étais dans une filière, n'est-ce pas, de transformation de matières premières. Et cette filière-là était protégée, entre guillemets, depuis les grandes conquêtes de 1936. Quelle filière, s'il vous plaît? Quelle filière? Vous étiez en première ou deuxième transformation? Vous étiez en quoi? Bon, je vais vous dire, la filière, c'est la meunerie. Je fabriquais de la farine. D'accord. Et aucune personne ne peut installer un moulin encore aujourd'hui en France s'il n'a pas auprès de l'ONI, ou je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, l'autorisation de le monter. Donc, ce qui fait que ça a donné, si vous voulez, le résultat qui était prévisible lorsqu'on est dans un pays illibéral, c'est-à-dire que ça a favorisé la constitution de monopole.
Voilà, dans cette filière-là. Et lorsqu'il y a des monopoles, eh bien, selon que l'on a un monopole puissant ou pas, eh bien, on est en position forte ou faible pour pouvoir négocier avec des acheteurs. Au niveau des acheteurs, moi qui suis un artisan, qui était un artisan, eh bien, lorsque je regarde la ville dans laquelle je suis actuellement, qui s'appelle Mont-de-Marsan, eh bien, lorsque je regarde tous les travaux qu'il y a dans Mont-de-Marsan, les giratoires, les doubles voies, l'équipe de rugby, etc., nous devons tout cela au sponsoring fait par les 2 ou 3 distributeurs de Mont-de-Marsan. Donc, c'est qui fait que, si vous voulez, je ne me sens pas du tout responsable. Et quant à M. Bruno Le Maire, je ne vois pas où est-ce qu'il a les capacités à pouvoir dire ce qu'il fait, qu'il reste dans ce qu'il sait faire, à savoir dans l'administration, et non pas dans la gestion, parce qu'il n'y connaît rien, je pense. Et donc, ce qui fait que, si vous voulez, l'avènement de la grande distribution, depuis 40 ans, a donné la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et c'est grâce aux produits chinois pendant 20 ans qui étaient faits sur des femmes ou des enfants à exploiter que nous avons maintenu un semblant de richesse dans notre pays. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, retraite ou pas retraite, eh bien il faudra payer. Point. Alors, on va faire réagir Yves Puget. Merci beaucoup, Bernard. Ce qu'on entend dans la bouche de Bernard, qui a fourni la grande distrib, c'est intéressant. C'est qu'en fait, quelque part, il y a quelques très gros distributeurs et pour l'agroalimentaire, quelques très grosses multinationales. C'est deux. C'est pas vrai, ça. Sur les distributeurs, c'est vrai, mais pas sur l'agroalimentaire. Les grandes entreprises d'agroalimentaire, entre Nestlé, Danone, Kraft, etc., c'est 80% du marché. Je pose la question. J'ai fourni la grande distribution pendant 15 ans. Alors, en France, c'est à l'export. Donc, je connais un tout petit peu. Qu'est-ce que vous faites avec le Safre, par exemple? Qu'est-ce que vous faites avec Andros? Mais il reste plus beaucoup de temps. Il y a aussi des PME, mais qui sont quand même des grosses PME. Est-ce que quelque part, Yves Puget, ces 2 grosses masses, c'est pas quelque part un piège, parce qu'ils sont tellement gros qu'ils ont besoin d'avoir de gros résultats, et que de toute façon, comme ils sont très puissants, le consommateur, au bout d'un moment, il paye toujours. Alors oui, ils sont gros, oui, ils sont puissants. Sur la concurrence, il y a 9 enseignes généralistes en France, 9 groupes. Donc pas 3 ou 4 comme on entend de temps en temps. Il faut rajouter les enseignes spécialisées, il faut rajouter l'e-commerce. Donc il y a quand même de la concurrence. Après, par rapport à ce qui a été dit, s'il faut condamner les distributeurs pour des pratiques, on va dire, douteuses comme les pénalités logistiques, je suis le premier à le dire qu'il le faut. Mais après, moi, j'ai envie d'observer quand même, il a été cité Andros, on peut citer Danone, le Fleury-Michon, on peut citer Bell, Savencia, Lactalis, donc il y a de beaux fleurons, de belles entreprises. Pas des géants, qui sont très forts, mais pas des géants. Après, effectivement, peut-être que les PME en France, mais c'est sur beaucoup de secteurs, on a du mal à les faire grandir, à les transformer en ETI et après en grands groupes. C'est un problème très français, notamment comparé par exemple aux Allemands. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yves Puget d'avoir été avec nous, directeur de la rédaction de LSA, le magazine des professionnels de la consommation. Merci à notre vraie voix Philippe et merci à Bernard qu'on embrasse bien fort de Mont-de-Marsan dans un instant. C'est le moment, c'est un peu le pic de cette émission, le Kikadi Show, le quiz de l'actu. Attention, accrochez-vous à vos oreilles parce que ça va saigner. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix avec Philippe David, bien entendu avec moi jusqu'à 20h. Vous dites ça maintenant, mais vous ne direz pas ça pareil à la fin du quiz. Non, avec Philippe Bilger. Mais faut que je joue pas. Avec Françoise Degois, avec Jean-Michel Fauvergue. Un petit conseil, reculez-vous d'1 mètre de votre radio. Dans la voiture, plaisir. Ça va être compliqué. On vous prévient, on vous aura prévenu. On vous le dit tout de suite, allez, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et c'est Philippe qui est avec nous, notre vraie voix du jour, qui avait décidé contre qui il décide de jouer. Et là, il faut être ferme, mon cher Philippe, contre Philippe Bilger, contre Françoise Degois ou contre Jean-Michel Fauvergue. Alors, ce sera contre Philippe Bilger. Les opinions nuancées sur Macron font qu'on veut nous faire battre à chaque fois. Non, mais c'est normal, c'est parce que t'es plus faible, en fait. Mais ils le savent. Mais je ne regarde plus les journaux. Je sais que c'est trop subtil, les questions qui sont posées. Regarde, il a son air de gamin qui a volé des pommes. Première question, Philippe. Oh, c'est pas vous qui commencez? Bon, ok. Allez, c'est une question qui a dit. Oh, dis donc, comme par hasard. On n'a pas entendu, on n'a pas attendu d'attendre des casseroles pour écouter les Français. Gabriel Attal. Bonne réponse.
Voilà. Gabriel Attal, bam, ça tombe. Second Kikadi. Et là, elle la disait. Elle critique ce gouvernement et elle le connaît par cœur. Je suis obligé d'écouter pour critiquer. C'est une taupe, Françoise. Deuxième Kikadi. Kikadi, l'incivisme qui consiste à couvrir des voies ou empêcher les gens de faire leur travail est inacceptable. Ça n'empêchera pas le gouvernement d'avancer. J'ai compris Madame Macron. Oui, mais ma chère Françoise, que la phrase soit dite. Écoute, de toute façon, tu l'aurais pas trouvé. Eh ben alors, dis-le en même temps. Tu sais très bien que ça marche comme ça. Non, mais tu sais que je suis fair play. Tu es le premier. Tu es le seul à respecter les règles. Tu es le premier à glapir quand tu connais vraiment la réponse. Arrête. Allez, Philippe Bilger est un ancien magistrat, donc il est dans la règle. Oui, bien sûr, t'as raison. Reconnaissez Cécile. Ça fait 4-0. Troisième Kikadi. Oui, d'accord. Moi qui suis à côté de Philippe, j'essaie d'avoir les réponses, mais j'arrive pas. C'est pour ça qu'il y a les feuilles à la main. Mais t'es flic, tu dois pas tricher, toi. Il y est plus. Pour la bonne cause. Vous avez pas vu, il est passé par la politique. Cher Philippe, notre vraie voix, écoutez bien. Qu'est-ce qu'il dit Philippe? Non, pardon, excusez-moi. Vous cherchez quoi? Une lampe électrique? C'est ça? Pardon? Vous cherchez une lampe électrique, c'est ça que vous avez dit? Non, mon collègue s'en va en vacances, donc il me donne un petit papier avec ce qu'il a commencé aujourd'hui. Voilà. Vous me donnez un peu de lumière. Cher Philippe, écoutez donc, question Kikadi. Kikadi, il y a les casseroles, et il y a ceux qui les tiennent, et ceux qui les tiennent sont ceux qui font tourner le pays. C'est Emmanuel Macron? Non, pas les casseroles, non. Le prénom, c'est presque pareil. C'est Jean-Luc Mélenchon? Non. Bonne réponse de Philippe Bilger. Elle est adorable. T'es triché. La barre tout de suite. Ça faisait un certain temps qu'elle ne m'aidait plus. Le retour vidéo. Vous avez vu? Regardez bien la vidéo. Regardez. C'est un carton rouge. C'est un carton rouge. Mais non, j'ai dit. J'ai sauvé l'honneur. Cécile n'a plus besoin de m'aider. S'il vous plaît, un autre Kikadi. Je parlais à notre réalisateur. Mais tu te moques du monde. Mais tu te moques du monde. Mais Kikadi. Par rapport aux perturbations des ministres lors de leur déplacement, Kikadi, le gouvernement récolte ce qu'il a semé. Jean-Luc Mélenchon? Non. François Ruffin? Non, vous connaissez bien. Bompard? Non, vous connaissez bien. Hollande? Non. Presque. Olivier Faure? Presque. Non. Bernard Cazeneuve? C'est une femme. Ségolène Royal. Bonne réponse de Françoise ce matin. Non, mais il l'a dit, Philippe, en même temps que moi. Vous avez dit, Philippe? Ça fait 2 points pour vous, vous êtes ensemble. Je l'ai dit, moi, je l'ai pas. Non, t'as rien dit du tout. Non, mais tu dis que je l'ai dit. Vous dites que je l'ai dit. C'est un score de tennis 6-2. Excusez-moi, pardon. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Jean-Michel Fauvergue? Il essaye de m'arracher les feuilles. On peut faire une alerte Amber, peut-être, pour Fauvergue. Je savais pas que Ségolène Royal parlait encore. Oh là là. Et attention, il y en a un qui parle encore. Écoutez bien, il a dit sur la colère sociale de la France, Kikadi, il ne faut pas jouer avec le feu et affaiblir ces digues qui empêchent la violence de sortir. Le Darmanin? Non. Mélenchon? Non. Ancien éditorialiste Sud Radio. Ouais. Maestro? Non. Non, il n'était pas éditorialiste. C'est un politique. Ancien ministre. Ancien député. Non. Ancien député, ancien conseiller à l'Élysée. Non. Non. Mais quoi, c'est quoi? Henri Guénaud. Alors là, on l'a dit en même temps. Oui. Non, vous avez un quart de seconde d'avance. Ça va. Allez, regardez-le. Il a été député de Paris 7e, Guénaud. Que ne ferait-il pas pour s'attirer les grâces de France? Excusez-moi, j'ai envie de dire à notre ami Philippe qu'il a gagné. Bravo. Il a gagné, bravo. Ça, c'est indiscutable. Ça, c'est ça. Et Philippe, je tiens à vous signaler que tous les applaudissements sont réels. Oui. Tout est en live. C'est-à-dire qu'il y a un public énorme. En fait, il a rien gagné, en vrai. Il m'a. C'est vrai, oui. Il m'a tous les jours. C'est pas mal. Malgré ton édéonté, Philippe Bilger, t'as pas réussi à me crever. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et puis, le tour de table de l'actu de nos vraies voix du jour qu'on aime tant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Si vous avez raté le début, chers amis, bienvenue dans les vraies voix. Vous avez raté Philippe Bilger qui a raté le Kikadi. Il a perdu. Enfin, il a fait 2 points. Il a 3 points. Il est soufflé. Lui, tu peux rajouter lui. Il a fait 3 points. Par Cécile de Ménibus. Je veux qu'on repasse le ralenti. Vous êtes mauvaise langue. Oui, c'est ça. Elle a fait ça. Regardez bien la vidéo.
Non, j'ai pas fait Emmanuel Bompard. J'ai dit, il faut qu'on se dépêche parce qu'on est en retard. Tu te fous de nous. Elle avait fait Emmanuel, c'est tout. Mais elle a raison. Mais la mauvaise foi de cette fille, c'est dingue. Qui c'est qui décide ici? C'est vous. C'est qui? C'est vous qui parlez de mauvaise foi. Françoise de Gaulle qui parle de mauvaise foi. Ou une chef. Oui, j'ai trouvé mon maître en matière. Moi, de mauvaise foi. La mère tape dur. La mère tape dur. Vous savez qu'on m'appelle comme ça maintenant. Merci Françoise de Gaulle. Non, mais c'est pas vrai, je blague. Elle est très gentille en fait. Elle cravache un peu, mais elle est très sympa. Jean-Michel Fauvergue. Oui, dis donc. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah dis-moi. Philippe, il faut pas parler de ça devant lui. Oui, c'est vrai. Excuse-moi. Avec Dorido, il parle de pratique. Je savais. J'avais oublié qu'on était vraiment, il y avait des tordus autour de cette table. Non, mais Philippe, dès qu'on dit un truc hors antenne et en réunion, tout de suite ça part en dessous de la ceinture. Donc j'évite de lui parler. Il n'y a pas que lui, il y a Félix aussi qui est comme ça. Félix Mathieu. Oui, Félix Mathieu. J'étais même pas là pour me défendre. J'avais pas mis mon micro, j'étais debout, j'avais la petite feuille. Avec nous dans quelques instants pour Ça fait du clic sur les réseaux sociaux et bien entendu on reviendra sur le tour de table de l'actu de nos vraies voix. On vous souhaite la bienvenue. Tout de suite le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est un coup de gueule contre les priorités de l'État pour se faire de l'argent. Ah oui, Cécile, l'intelligence artificielle va être utilisée par le fisc pour lutter contre la délinquance et le crime organisé. Bravo, me direz-vous. Non, finalement, elle va être utilisée par le fisc pour faire payer les propriétaires de piscines non déclarées. Il y en aurait 80 à 100 000, une perte évaluée à 200 € environ par an et par piscine pour la taxe foncière. Alors, je veux bien que de ne pas déclarer une piscine, c'est pas bien, mais il me semblerait plus urgent de lutter contre les rodéos urbains qui se font désormais dans les galeries marchandes des hypermarchés, comme à Échirol et Orvaux ces derniers jours, ou d'utiliser l'intelligence artificielle contre les points de deal qui restent ouverts en toute impunité. Le problème est que les propriétaires de piscines la fermeront et paieront, alors que si on touche à un voyou qui fait un rodéo ou tient un point de deal, on peut mettre le feu à tout un quartier. Une fois de plus, les pouvoirs publics sont implacables avec les faibles et d'une lâcheté sans nom avec les forts. Comme chantait Isabelle Adjani, on a encore une fois touché le fond de la piscine. J'ai touché le fond de la piscine dans mon petit pull marine que tu m'avais donné. J'ai oublié les paroles. J'ai envie de dire. Vous avez raison. Il n'a pas tort. Il y a des débordements excessifs, c'est sûr, mon cher. Il y a des piscines à débordement. Mais à chaque fois, vous commencez très justement. Et puis ça finit. Et ensuite, je trouve que en seringue. Vous forcez le trait, mais vous êtes un pamphlétaire au fond. Vous avez besoin de vous indigner et parfois vous visez juste. Françoise de Gaulle. Ça fait oui, moi je suis d'accord avec absolument ce que tu dis. Et puis voilà, où sont les moyens pour lutter contre l'évasion fiscale? J'ai pas parlé de l'optimisation fiscale, j'ai parlé de l'évasion fiscale, ce qui n'a absolument rien à voir. On l'évalue à plusieurs milliards par an. Alors je sais qu'il y a des repentis qui reviennent dans le secret du ministère des Finances, dans le secret de Bercy, mais je suis d'accord avec toi que c'est pas du tout en plus de nature vraiment à calmer la colère populaire, ce genre de puis les rodéos. Jean-Michel Fauvergue. Oui, dans ce domaine-là aussi, il faut lutter contre tout type de fraude, d'ailleurs, fraude fiscale et fraude sociale. Pas les mêmes niveaux, tu le sais très bien. La problématique, c'est que Philippe, vous avez parlé d'intelligence artificielle. La problématique, c'est que l'intelligence artificielle, personne n'en veut, pas plus nos députés de la majorité ni les députés de l'opposition. Donc on a un vrai gros problème pour utiliser dans ce pays l'intelligence artificielle, quelques algorithmes. Dès que on met ça dans des textes de loi, et j'en suis une preuve vivante, puisque dans la loi sécurité globale, nous avions mis un certain nombre de textes dans ce domaine-là, et bien on est censuré immédiatement par les uns, par les autres, par le Conseil constitutionnel, par qui vous voulez. Mais on est dans un pays qui a peur de cette intelligence artificielle, de la reconnaissance faciale, des algorithmes, de la vie moderne en réalité. Non, surtout de la façon dont on pourrait s'en servir. C'est pas le sujet de l'intelligence artificielle. Mais la problématique, c'est ça, c'est que... mais François, je suis d'accord avec vous, mais la problématique... Il y a un manque de confiance. Vous avez tout dit de confiance profond dans quelqu'un comme Gérald Darmanin, la façon dont on pourrait s'en servir. C'est-à-dire qu'on est déjà sur la projection, plutôt que d'essayer de constater, de voir si on s'en sert mal. Non. Tout le monde en a peur, même les
créateurs, même Elon Musk en a peur. Non, mais moi je suis d'accord avec vous sur l'idée qu'il ne faut pas avoir peur de la robotique, il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. La question, c'est comment le pouvoir l'utilise. Quand vous avez des ministres de l'Intérieur qui ne font pas peur, regardez Gérald Darmanin, regardez ses sondages d'opinion. Évidemment que Gérald Darmanin est quelqu'un qui n'inspire pas confiance. Vous pourrez vous disputer, vous ne serez pas en top tweet sur les réseaux sociaux, parce que c'est quelqu'un. T'en sais rien. Félix Mathieu. Si je tue Philippe David à l'instant, je lui jette une tomate, ça peut faire téter. Jette une tomate, eh ben allez-y. Il faut que j'en trouve une. Eh ben voilà, on en a une tomate, s'il vous plaît. Le top clic avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Bonjour, j'ai 4 ans d'âge mental, je travaille à Sud Radio. Le nom de François Léotard en top tendance ce soir sur Twitter. Oui, d'ailleurs, la disparition de l'ancien ministre de la Culture et de la Défense avait été annoncée par le président Macron sur le réseau social. François Léotard a servi l'État, porté une grande idée de la culture. Avec sa disparition, nous perdons un esprit libre, un homme de livre et d'engagement. Son Var natal, la France qu'il a défendu, la République qu'il aimait, éprouve aujourd'hui une grande perte. C'est surtout à droite que les hommages sont le plus appuyés pour celui qui dirigea l'UDF. Grand homme d'État et figure de l'UDF, écrit le patron d'LR Éric Ciotti. François Léotard était aussi un élu de terrain engagé pour sa ville de Fréjus, dont il avait été maire. Son amour pour sa terre et pour la France doit nous guider. Tweet similaire de Renaud Muselier. La région Sud, sa région, s'incline devant la mémoire de François Léotard. Hommage aussi de son lointain successeur, maire RN de Fréjus, David Racheline, qui salue sur Twitter, je cite, la mémoire d'un homme demeuré attaché à son territoire, dont le nom continuera d'orner nos bâtiments. Hommage assez personnel de Jean-Pierre Raffarin, issu comme lui de cette droite européenne et libérale. François Léotard aurait pu être président jeune, nous y avons cru. Il était une expression talentueuse de l'esprit français. Sa sensibilité corse lui donnait du caractère. La littérature guidait son âme pèlerine. Nous l'aimions, écrit Jean-Pierre Raffarin. Forcément, une disparition se prête davantage aux hommages de ceux qui aimaient une personnalité qu'aux attaques de ceux qui le combattaient. Alors, parmi les rares à oser faire allusion sur Twitter à ces condamnations, Cyprien Cadéo du journal L'Humanité la joue humoristique en partageant une archive vidéo exhumée par les plus irrévérencieux sur Twitter. La mort de François Léotard, condamné en 2021 dans l'affaire Karachi, c'est aussi l'occasion de se remater ce magnifique sketch des Guignols façon Forrest Gump. Je m'appelle François Léotard. Je suis né à Cannes. Votre fils est différent, madame. Différent ? Je vais vous montrer. Votre fils est là, neuneu. C'est quoi maman, neuneu? Après, je suis allé à l'école. Dieu est amour, Dieu est parmi nous, il est entendu des partout. J'ai même rencontré le président de la République. Il m'a mis chef de l'armée, chef des bateaux, chef des avions, chef des supercoptères et chef des chars. Allez, terminons par un hommage plus ému, celui-là, celui de la ministre des PME, Olivia Grégoire, elle aussi issue de la droite et qui visiblement connaissait François Léotard. Elle pense aussi au passage au frère de François Léotard, qui était comédien, poète, dont la disparition l'avait beaucoup affecté il y a une vingtaine d'années. Au revoir François, je pense à ton frère Philippe que tu vas retrouver enfin. Je pense à tout ce que tu m'as appris, à tous ces livres que tu as écrits et dont souvent nous parlions rue de Verneuil. Pensez à ta famille, à tous tes amis tristes aujourd'hui, écrit Olivia Grégoire. Merci beaucoup Félix Mathieu. Dans un instant, on fera le tour le tour de table des vraies voix, l'actualité qu'ils ont envie de porter ce soir avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean-Michel Fauvergue. Et bien entendu, vous pourrez commenter comme à chaque fois 0826 300 300 ou sur notre compte Twitter Sud Radio ou même notre chaîne YouTube que vous pouvez liker et à laquelle vous pouvez bien entendu vous abonner. Et vous pouvez revoir sur la chaîne YouTube au ralenti le moment où Cécile de Minibus souffle la réponse à Philippe Bilger. Voilà, je tiens à le dire. Je ne vous lâcherai jamais. Elle avait dit Manuel. Non, pas du tout. Je m'inscris sur Info, Françoise Degault. Quand je triche, je le fais avec beaucoup plus d'élégance. Ce qui n'est pas votre cas. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et pour nous accompagner dans cette belle émission jusqu'à 19h, Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degault est avec nous, Jean-Michel Fauvergue est avec nous et ils viennent dans leur petite besace avec leur actu du jour et ça tombe bien parce que c'est le moment, le tour de table de l'actu des vraies voix. Tu sais à quoi je pense? Je pense pas que 2 trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Vous avez raison, c'est exactement ce que je pense. Le tour de table de l'actualité. Et on démarre par Philippe Bilger sur l'intervention de la ministre de la Culture Molière hier qui était, selon vous, organisée et courageuse.
organisé ou non, Cécile, parce que j'ai eu quelques échos après, mais peu importe en réalité. Au départ, je voulais comparer l'attitude, de mon point de vue. Il est facile d'être courageux rétrospectivement. L'attitude d'un Pape Ndiaye qui, au moins à 2 reprises, n'a pas fait preuve d'un grand courage, et celle de la ministre de la Culture, dont je ne raffole pas, hein, c'est clair, mais que j'ai vu hier au Molière, qui avait un bon rythme, c'était moins ennuyeux que d'habitude, et là, à un moment donné, il y a 2 manifestantes CGT, je suppose, qui, de manière assez acerbe, très polémique, mettent en cause la politique d'Emmanuel Macron et du ministre de la Culture. Et à ce moment-là, elle se lève, et j'ai cru comprendre que c'était peut-être organisé, puisque Philippe a dit tout à l'heure qu'elle avait déjà rencontré à l'extérieur. Non, elle avait été conspue à l'extérieur avec des casseroles. Donc, en tout cas, elle avait un micro en main. Elle intervient en tout cas, et elle dit des choses qui me paraissent sensées, fondées. Et ce qui m'a bien plu, c'est que pour une fois, le pouvoir politique, en l'occurrence pouvoir politique d'Emmanuel Macron, ne tend pas l'autre joue quand il est frappé sur la première. Pour rappeler, pardon Philippe, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, elle s'est levée et elle leur a dit, voilà, vous aviez un rendez-vous le 3, vous n'êtes pas venu, vous aviez... Et donc 3 rendez-vous qui ont été ajournés. Voilà, vous avez raison, Cécile, elle a rappelé aussi ce qu'elle a fait sur le plan de la politique. Je ne sais pas. Les aides. Absolument. Et donc j'ai trouvé bien la défense. J'ai trouvé bien qu'elle se lève, contrairement aux habitudes. Et qu'elle affronte. Jean-Michel Fauvergue. D'ailleurs, ce qu'elle a dit a été écrit par Roselyne Bachelot sur son dernier bouquin. Elle a dit tout simplement qu'il y en avait un peu assez de ces critiques permanentes de l'État de la part de gens qui sont biberonnés aux subventions et qui sont hyper protégés. On disait tout à l'heure, on parlait d'un gouvernement et d'un pays ultra-libéral. Là aussi, dans ce domaine-là, nos artistes sont protégés comme personne d'autre en Europe ou dans le monde moderne, quoi. Et elle a bien fait de le dire. Alors, ce qu'il y a de nouveau, c'est que ça se faisait pas. Les ministres de la Culture ne prenaient pas la parole à ces occasions-là et subissaient. Et d'ailleurs, Roselyne Bachelot le dit très bien dans son bouquin. Là, je pense qu'elle avait préparé, non pas sa réponse, peut-être sa réponse aussi, mais en tout cas, elle avait un micro et elle était prête à monter au combat. Elle est montée au combat, et ça, surtout pour un ancien flic, c'est appréciable. Françoise de Goicourt. Oui, bien sûr, moi je pense qu'elle a eu raison de répondre. Voilà, ça s'appelle le débat, la démocratie, après de là en faire une héroïne. Non, moi je n'en raffole pas, mais simplement les ministres se laissent traîner dans la boue en général, alors qu'ils peuvent répliquer. En vérité, c'est la tradition. Il faut aller chercher des streuchicelles à respirer pour Françoise de Goicourt. Je pense que c'est bien, c'est parce que c'est la tradition, les ministres en plein la patate, que ce soit de gauche, de droite. En général, ils disent au César, etc. Ils répondent pas par courtoisie, parce que voilà, c'est comme ça. Elle a répondu et c'est très bien. Et donc elle ouvre la voie à ce que maintenant tous les ministres de la Culture répondent. Ça va être rigolo. Voilà. Plus mal. Elle l'a fait plutôt avec élégance. Elle aurait pu être véhémente. Bien sûr. Françoise de Goicourt, votre tour de table, c'est sur les loyers délirants atteints sur Airbnb pour les JO de Paris. De 2024. Et c'est que le début. Et c'est que le début parce que vous savez que dans les dernières semaines avant les JO, ce sera aux enchères. C'est-à-dire que vous pourrez, comment dirais-je, mettre votre logement aux enchères et ça peut atteindre des sommes délirantes. Mais on est déjà sur des sommes délirantes. Par exemple, Île Saint-Louis, les quais, où les gens vont bien sûr pouvoir assister à la magnifique cérémonie. Parce que je doute pas une minute qu'elle sera absolument exceptionnelle. 15 barges qui descendent, la Seine, ça s'est jamais fait nulle part dans le monde. Donc, par exemple, là, on a, pour un 2 ou 3 pièces, déjà des prix qui sont à 6 000 € la nuit. 6 000 € la nuit. Je ne sais pas si c'est n'importe quoi. En tout cas, que ce soit la mairie de Paris... Avec un lit garni, rassurez-moi. Que ce soit la mairie de Paris, vous avez pour un studio, là, je regardais sur le quai des Tournelles, un studio 25 mètres carrés, on est déjà à 3 200 € la nuit. La mairie de Paris et les pouvoirs publics, le ministère des Ports, laissent faire absolument, voire encouragent. Pourquoi ? Parce que Paris ne peut pas accueillir 600 000 personnes. La cérémonie d'ouverture, ça va être 600 000 personnes le long des quais. Donc, imaginez
termes de maintien de l'ordre ce que ça peut être surtout. Mais moi, je suis absolument persuadé que ça sera exceptionnel et ça sera d'une beauté absolue. Bien sûr, ils partent de Bercy et ils arrivent au pied de la Tour Eiffel. Imaginez ce spectacle fulgurant, mais donc ils laissent faire parce que ils encouragent même les Parisiens, quels qu'ils soient, pas simplement les gens qui habitent autour des quais, à louer leur logement parce qu'à un moment donné, on ne pourra plus tout simplement accueillir. Par rapport au prix et à l'indécence des prix, je dirais quand même que les gens qui vont au JO à l'extérieur de leur pays, généralement, sont des gens qui ont énormément de moyens parce que déjà rien que pour pouvoir se payer une place, voilà. Donc, il nous reste une 30. Avec l'immigration à Mayotte, sur laquelle vous voulez revenir, Jean-Michel Fauvergue. Wambouchou, l'opération à Mayotte, c'est rappelons les faits, c'est d'expulser des migrants clandestins, une migration massive et invasive et une immigration agressive, puisque ces migrants-là, la plupart d'entre eux en tout cas, commettent des agressions et apportent divers problèmes en termes de criminalité. Alors à bien des égards, cette opération est significative, d'abord dans l'interprétation du droit international, dans le fait que les Comores refusent de récupérer leurs ressortissants, ce qui va à l'encontre du droit international. Bon, c'est pas les seuls, c'est pas les premiers, il y a d'autres pays, mais là c'est quand même assez extraordinaire. Et ensuite, dans la capacité de l'État, l'État a résisté à ces indignations orientées d'une minorité bruyante qui, au détriment des populations mahoraises qui subissent cette problématique. Et puis aussi un problématique dans l'avenir pour Gérald Darmanin, parce que c'est une opération, il est isolé dans son gouvernement sur la thématique de la sécurité, c'est une opération importante pour lui, on verra dans l'avenir ce que ça donne. Et puis, dernière chose, le droit du sol et le droit du sang. Vous savez que sur Mayotte, il y a une expérimentation qui est faite sur le droit du sol, parce que aujourd'hui, fait exceptionnel, il faut, pour être accueilli sur Mayotte, qu'un des parents au moins soit depuis 3 mois sur le sol. C'est une ouverture sur ce droit du sol, et Mayotte ne pourra pas s'en sortir si on ne revient pas sur le droit du sol. Donc on va voir, voilà pourquoi elle est intéressante cette opération. On va voir comment elle se finit, à condition évidemment que au niveau du terrain, les choses aillent dans le sens où l'État veut qu'elles aillent. Deux réflexions extrêmement rapides. La première, d'abord, c'est que moi j'entends tout ce qui est dit là, c'est extrêmement invasif. Sur la question de Mayotte, on va arriver, si vous voulez, à des dérapages terribles. Le vice-président du conseil départemental de Mayotte, qui a déclaré sur la première chaîne de télé, Mayotte Première, qu'il faudrait peut-être tuer quelques terroristes, supposément les Comoriens, pour les calmer. Donc il ne s'est même pas excusé de ça. Je n'entends aucune réaction d'Éric Ciotti. Sur Mayotte, il y a une circonstance. Moi, je regrette simplement que les Outre-mer aient été confiés au ministère de l'Intérieur, parce que ça veut dire qu'on ne règle que la question sécuritaire. J'ai beaucoup voyagé dans les Outre-mer, ça n'a rien d'exceptionnel. Quand vous êtes grand reporter, vous le faites tout le temps, politique, vous suivez, et quand vous êtes au gouvernement, encore plus. Je n'ai eu de cesse que de voir la situation se dégrader. À Tahiti, 40% de la jeunesse est au chômage. À Fort-de-France, en Guadeloupe, le problème d'accès à l'eau. La Martinique vient de se doter, en réaction contre l'État central, du drapeau des indépendantistes. Il y a une dégradation des Outre-mer. Je suis désolé de le dire, nous ne travaillons pas correctement le pouvoir central avec les Outre-mer. Bien sûr qu'ils sont pour nous, ils devraient être un trésor de la nation, ils ne sont qu'un moyen de rajouter sur une carte des kilomètres carrés de plus d'océan pour être une puissance maritime. C'est insupportable. En tout cas, ce fera l'objet certainement d'un débat chez nous dans les vraies voix. Dans un instant, un autre débat. On va revenir sur d'autres intimidations ou d'autres violences, celles contre les élus, contre le gouvernement. Est-ce que vous trouvez que forcément ces atteintes sont légitimes ou scandaleuses? Pour l'instant, vous parlez de légitimité en majeure partie. 0800 26 300 300. Venez nous expliquer pourquoi, et venez débattre avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean-Michel Fauvergue. On est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite.
Merci de votre fidélité tous les jours. Merci de nourrir cette émission avec ce que vous avez à nous dire au 0826 300 300. Moi, je me moquais de la figure de David Ginola parce que ça continue à tourner leurs bêtises. La Ginola, Parker et Christine Ockrent, je suis ravi qu'ils se fassent étrier avec leurs bêtises. Ça me fait pour ceux qui n'auraient pas entendu, en fait, David Ginola et Tony Parker ont dit que les Français, seraient jaloux de la réussite de ces personnalités. Alors qu'on passe notre vie à les acclamer dans les... Enfin, c'est l'idiotie incarnée. Enfin, la France, c'est comme le pays où on crache le plus sur les gens qui réussissent. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Alors, donne-moi des statistiques, à part ton doigt mouillé le café du commerce. Alors, je vous prends un exemple. Je peux en placer une. Je vous prends un exemple. Le jour où Zidane a signé au Real, j'étais en Espagne. Tout le monde était content de son salaire. En France, tout le monde criait au scandale. De quoi tu parles? Mais c'est pas vrai. Regarde quand Mbappé signe au PSG, personne gueule. Il y en a plein qui lui crachent dessus. Mais bien sûr que oui. Mais c'est un héros national. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah non, la Françoise. Mais c'est vrai. Mais dis-moi. Ouais, c'est scandaleux qu'une infirmière gagne tant et un footeux gagne tant. Non, mais ça, c'est normal. Mais ça, c'est dans tous les pays. Mais non, mais c'est dans tous les pays. En Italie, c'est pas. Mais tu plaisantes. Mais écoute, en Angleterre non plus. Tu peux pas tirer de ça que les Français sont un peuple jaloux qui aime pas la réussite. On est les premiers à dire non, mais en fait, c'est pas vrai. François, c'est pas qu'ils aiment pas la réussite, c'est que n'aiment pas les gens qui se détachent. En France, le marteau, c'est faux. La tête qui se détache appelle le marteau comme le dit. On va passer au coup de projecteur maintenant. On a adulé Bernard Hinault qui a gagné. Qu'est-ce que vous racontez? Bêtement, j'ai parlé de ce sujet hors antenne, mais c'est un sujet qui intéresse, donc c'est pour ça que moi je laisse débattre. On va faire un débat. C'est un petit débat dans le grand débat. En attendant, c'est le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc après la promulgation de la réforme des retraites, les déplacements sur le terrain se multiplient pour les membres du gouvernement sous les bruits des casseroles et ce serait le moment pour en tout cas les vendeurs de casseroles de faire de la pub et face à des opposants toujours mobilisés contre la réforme des retraites. En un mot, Philippe, c'est totalement le chahut. Oui, le gros chahut. Pape Ndiaye a été bloqué hier dans un TGV en gare de Lyon. Il a dû être extrait par la police. Rima Abdul Malak, on a entendu tout à l'heure interpellé. On peut se dire une extraction. Extraction aussi, oui. C'est chef du raid qui le dit. mais à l'école, c'est le patron qui l'a mis. Là, je vois votre visage, Philippe David. Rima Abdul Malak interpellé hier soir à la cérémonie. Éric Dupond-Moretti. Je pourrais voir les réponses. Et on ne dit pas exfiltré non plus. On ne dit pas exfiltré. Accueilli en Sarthe avec des casserolades, bref. Est-ce que pour vous, ça vous choque, ces intimidations et ces violences? Vous trouvez ça inadmissible? Dans tous les cas de figure, on vous attend au 0826 300 300. On vous attend au 0826 et vous dites et vous dites que c'est légitime à 87%. Et on va parler avec notre invité. Bruno Millienne est avec nous, député et porte-parole du MoDem et du groupe MoDem à l'Assemblée nationale. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Pardon de vous avoir fait attendre, mais bon, vous savez, on est dans... Non, mais le débat d'avant était important. Hein. C'est la cour de récré. C'est la cour de récré ici. On va revenir sur justement cette réforme, sur ces déplacements, sur ces casseroles. Philippe Bilger, vous êtes plutôt du genre de Macron de dire voilà, ce brouhaha ne sert à rien, de toute façon on ira jusqu'au bout. Est-ce qu'ils ont raison finalement de se mobiliser et d'aller jusqu'au bout de leur côté? Est-ce que ce chahut finalement c'est pas inaudible? Je constate en tout cas qu'il ne fait plus bon être ministre à l'heure actuelle. Ah oui. Deuxième élément, on peut être en opposition politique avec Emmanuel Macron et ne pas aimer sa personnalité, mais je continue à penser que, et je mets pas tout sur le même plan, hein, les casseroles et les intimidations, les outrances, voire les risques de coups, là je trouve ça scandaleux de la part du citoyen qui vient au prétexte souvent totalement pervers. Je le lis souvent qu'Emmanuel Macron, au début de son mandat, avait eu quelques paroles qui pouvaient apparaître maladroites, mais qui justifiaient les violences d'aujourd'hui en disant il nous a insultés, donc on l'insulte, on insulte les politiques. Je pense que profondément, il y a une dégradation du tissu démocratique et je suis effaré quand je vois que des gens, même des gens évolués, entre guillemets, sont prêts à justifier toutes ces intimidations et toutes ces
ces violences. Peut-être Françoise Bien Degois, sûr, par exemple. moi je les justifie pas, elles font partie... vous savez, on peut dramaturger comme le fait Bernard Guetta en ramenant sciemment un symbole d'extrême droite, les casseroles, parce que c'est vrai que Pinochet les avait organisées contre Allende et ensuite après les partisans. Donc d'un seul coup, les gens qui seraient dans la rue seraient l'extrême droite. Il faut savoir, un Mélenchon, est-ce que c'est Chavez ou est-ce que c'est Pinochet? Ou alors en faire un folklore? Moi je pense que ça fait partie de la vie démocratique. Qu'est-ce qu'il y a de si dramatique à faire ça, un concert de casseroles? Louis-Philippe déjà, Adolphe Thiers s'en est ramassé pendant des mois. Des casseroles. Les casseroles, mais quel est le problème? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est tapé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est blessé? Qui est blessé? Mais arrêtez, le député qui n'a pas pu se déplacer à la fête de la fraise, où est le drame? Moi je continue à penser que ça fait partie de la vie démocratique. Et par ailleurs, sur les insultes, un sondage hier disait 56% des Français considèrent qu'il est normal d'insulter Emmanuel Macron. Moi je ferai absolument pas des doigts d'honneur, c'est pas du tout mon genre, je m'en moque. Le premier qui coupe les gens pour se faire battre, c'est lui. Il se fait prendre en photo à la Guadeloupe. Et non. Et le deuxième point, je termine. Quand on est président de la République, j'avais dit qu'il le payerait très cher. Je veux emmerder les non-vaccinés. On parle pas comme ça. On parle pas comme ça aux gens. Donc à un moment donné, vous parlez de la dégradation. Je pense que les présidents dégradent eux-mêmes la fonction. Fauvergue. Voilà. Je crois qu'il faut arrêter avec les. Non, moi je suis contre, mais le mais. Non, il n'y a pas de mais. Je suis pas contre, moi. En fait, en réalité, contre du tout. Là, dans le débat qui nous occupe vous en aviez un aujourd'hui. tout à l'heure, François. Non, je suis absolument vous pas avez dit contre. je suis contre, mais contre quoi? Puis-je parler, Françoise? Contre dans le débat qui nous occupe aujourd'hui. J'ai jamais dit que j'étais contre. Je suis absolument pour les casseroles. Jean-Michel Fauvergue. Dans le débat qui nous occupe aujourd'hui, je pense qu'il y a deux choses. Ce bruit de casserole, en réalité, on s'en fout un peu, parce que d'abord, d'une manière générale, les choses vont à un certain moment vont s'arrêter, et ensuite comment tu parles une révolution. Il faut les laisser faire leur crise. Une révolution faite avec des bruits de casserole. Bon, ça, a priori, ça fait pas énormément peur. Ça fait pas énormément trembler le pouvoir en place. La deuxième chose, c'est que c'est tout à fait différent que à la fois d'insulter, de menacer et de passer aux actes éventuellement. Même l'insulte, c'est quelque chose qui n'est pas tolérable. Elle n'est pas tolérable, mais tout simplement parce qu'elle n'est pas tolérable dans la vie de tous les jours. On a une certaine civilité, une certaine politesse qu'on apprend à nos gosses, à nos enfants, mais que moi on nous a appris. On va donner il y a des vraies insultes. Il y a des vraies insultes. Donc c'est de ça. Depuis la nuit des temps, les élus se font insulter. Bruno Millienne, monsieur le député, porte-parole du Modem et du groupe. Bonjour Bruno. Dans ce contexte perturbé des membres du gouvernement, c'était prévisible, j'imagine. Oui, c'était prévisible, et tout ça vient après, et vous le voyez bien, une montée depuis des années d'une forme de populisme et de bad buzz et de fake news. Parce que quand on remet la vie réelle et la réalité de ce qui se passe sur le terrain, tout d'un coup, ça devient un peu différent. Si vous prenez la réforme des retraites, les 64 ans, le mécontentement, j'entends parfaitement, il n'y a aucun souci. Mais enfin, dire que cette réforme est plus injuste que ce qu'on connaissait avant, c'est faux. Il y a eu des mesures sociales qui ont été adoptées bien plus importantes que ce qu'on avait sous la loi précédente. Je vous prends par exemple les carrières longues. Mais les carrières longues, sous la loi Touraine, qui était donc le régime sous lequel on est, c'était 45 ans de cotisation. Aujourd'hui, c'est 43. On a gagné 2 ans. C'est la double peine, là. Donc les 64 ans. Vous savez très bien que c'est la double peine. S'il vous plaît. François, j'ai failli être votre directeur de campagne pour les présidentielles. Avec qui? Allez, François, laissez-le, s'il vous plaît. Allez, donc voilà, si on met simplement un petit peu de réalité dedans et si on arrête de raconter des fake news. Je vous prends la dernière en date. Le vice-président, vous en avez parlé, de Mayotte, serait un macroniste. Non, il est LR. Non, j'ai dit qu'il était LR, moi. Je n'ai pas dit qu'il était macroniste. Mais vous l'avez dit. Mais d'autres de vos amis ont dit l'inverse. Non, il est LR. Il est LR. Tout ce qu'on peut déverser de haine et de fake news sur les réseaux sociaux, tout ça, ça agite effectivement une forme de légitimité de la violence qui est pourtant insupportable. Et non, on n'insulte personne. Moi, j'insulte pas mes opposants politiques. Je n'insulte pas les gens dans la rue. Je n'insulte pas mon voisin, même s'il fait de la musique à 2h du matin. J'essaye
d'être un peu civilisé. Donc, ce qui est valable pour n'importe quel citoyen. Et à 3 heures. Et à 3 heures Ouais, non. À 3 heures, j'essaye de dormir. Non, mais Bruno, vous, il me semble même que votre réponse est trop aimable, parce qu'au fond, moi, ce qui m'inquiète, c'est le fait qu'on n'a plus le droit de s'opposer à Emmanuel Macron sans le faire par des procédés qui n'ont plus rien de civil. Je trouve... Non, je te pose une question. Attendez, ma chère François, qu'est-ce qu'il y a de brutal dans les casseroles? Par exemple, je vais prendre l'exemple qui s'est déroulé en Alsace. Je ne trouve pas normal, dans un pays où la démocratie est respectée, qu'on ait une femme à 10 mm d'Emmanuel Macron et qui lui crache sa haine au visage. Ça n'est pas normal. C'est la vie. Non, c'est pas la vie. Excuse-moi. Attendez, François, et ça me paraît grave. Ce qui paraît grave, c'est que vous ayez une mémoire de poisson rouge. Mais non, mais souvenez-vous, mais non. Ne nous enfermez pas dans le passé que vous connaissez. Je vous enferme là-dedans, parce que là, vous êtes en train de faire de la victimisation. Je vais vous expliquer pourquoi je vous enferme. Quand Lionel Jospin se prend la haine d'élus pendant la campagne, mais moi je l'admets. Parce que vous nous parlez de votre expérience. Mais c'est pas une expérience. Excusez-moi, c'est une expérience collective. Lionel Jospin sur toutes les chaînes de télé se prend la haine d'élus. Jacques Chirac se fait cracher dessus à Mantes-la-Jolie. Mais c'est pas acceptable. Mais j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Ça fait partie de la vie politique. Mais arrêtez votre cinéma. En faire un fait sur Emmanuel Macron, c'est encore le victimiser. Ça marche pas. Arrêtez votre cinéma. Je cherche pas à le victimiser. Mais il n'y a rien de grave. Lui, il va au contact, François. Oh oui, il est très courageux, bien sûr, avec 700 CRS. Bruno Millienne qui vous regarde, ou Jean-Michel Fauvert, écoutez, soyez sympa. Jean-Michel, allez, on se détend. 0826 300 300, dites-nous. Je voulais juste poser témoignage de ce qui m'est arrivé, enfin pas ce qui m'est arrivé, de ce que j'ai vécu sur le quinquennat précédent où j'étais avec Bruno. C'était insupportable de voir comment les gens se comportaient à l'intérieur de l'hémicycle et à l'extérieur sur des... Il n'y avait pas beaucoup de LFI pourtant dans le mandat précédent. Il y en avait 17, mais ils foutaient un bordel comme c'est pas possible. Bien sûr, ils sont mal élevés, vous êtes très bien élevés, c'est le cercle de la raison, et c'est les... Mais vraiment, ça marche plus. Changez de disque. Mais Françoise, vous pouvez admettre qu'il parle de son expérience. Oui, bien sûr, mais je connais la rhétorique, c'est pour ça. Faites pas de déni non plus. Écoutez, on connaît la vôtre. Donc on se connaît parfaitement et en fait on s'adore. Tout ça pour dire qu'à un certain moment, il y a des gens qui en ont marre de ça, d'entendre ça. On est élevé, je répète, je suis désolé de me répéter, mais on est élevé avec des principes, avec des civilités à respecter et à respecter dans tous les cas. Qui plus est, quand vous avez des gens qui représentent l'autorité. Un président de la République, c'est pas rien. Un Premier ministre, c'est pas rien. Ça se respecte aussi par la fonction aussi. Donc à un certain moment, il faut se calmer sur un certain nombre de choses et ça n'est pas acceptable, même si aujourd'hui c'est vulgarisé à un point tel qu'on a du mal à revenir en arrière. Il faut se rappeler le fait que on doit le respect aux gens qui sont en face de nous, il faut qu'ils aient un comportement de niveau présidentiel. Bruno Millienne, est-ce que c'est pas une escalade à force? Parce que là, on ne sait pas où ça va s'arrêter en fait. Moi, je suis assez inquiet. Je suis assez inquiet. Je vais vous dire, pour la démocratie, si ça continue comme ça, un moment, les choses ne seront plus contrôlables. Donc voilà, c'est ça mon inquiétude. Et puis pour revenir sur ce qui est fait aux élus, mais pas seulement ce qui est fait aux élus. Vous avez vu l'histoire de cette femme dans l'Hérault à Montpellier qui s'est fait attaquer dans le tramway parce que elle avait demandé à quelqu'un de se lever. C'est de la violence gratuite, c'est partout. Demandez au maire, il n'y a jamais eu autant de démissions de maires, d'élus qui sont à proximité de leurs citoyens que depuis ces dernières années. C'est bien qu'il y a une violence qui monte. Alors, elle est peut-être justifiée, il faut en travailler les causes, mais elle n'est pas acceptable. Enfin, franchement, Françoise, vous ne pouvez pas dire que c'est comme avant. C'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est pas comme avant. Pourquoi vous mélangez les tramways, etc. Je vous parle strictement. Expliquez-moi tous les trois ce qu'il y a d'incroyable à avoir des concerts de casseroles. Ça ne sert à rien. Arrêtez, mais on s'en fout de ce que vous pensez. Mais ça ne sert à rien. Excusez-moi. Comment vous discutez avec des gens avec lesquels vous ne pouvez pas vous faire entendre? Ça ne sert à rien. Est-ce que vous pouvez admettre que il y a une rupture d'opinion par la façon dont la loi a été amenée avec le 49
49.3, admettez-le, bon sang de bois, on fait comme si moi j'admets une chose. Tout ça, François, j'ai toujours été honnête. Non, c'est pas vrai, mais on est d'accord. J'admets tiré des conclusions délirantes. De la communication sur cette loi. S'il vous plaît. Bruno, 2 secondes. On laisse Philippe Bilger finir et on revient à vous. Bruno, est-ce que vous ne trouvez pas tout de même, et là je ne veux pas rejoindre Françoise de Gois, parce que les deux postures n'ont rigoureusement rien à voir avec les unes avec les autres, qu'Emmanuel Macron ait eu parfois des attitudes à une certaine époque grossières, des propos discutables. Est-ce que ça au moins vous l'admettez? Mais pour moi ça ne justifie pas les violences, les intimidations et les insultes d'aujourd'hui. Ça ne justifie pas. Alors oui, je l'admets, et tout le monde, même lui d'ailleurs, sur certaines phrases, il l'admet. Il l'a admis au lecteur du Parisien. Dernière chose que je voulais vous dire, Françoise, et j'ai toujours été, vous le savez très bien, honnête sur cette antenne, d'ailleurs sur toutes les autres aussi. C'est vrai. Mais franchement, ce qui amène la colère sur cette réforme des retraites, on est d'accord, c'est les 64 ans. On n'a parlé que de ça. Oui, c'est le 49. On n'a parlé que de ça. Le reste, on n'en a pas parlé. Bruno. Les progrès sociaux, on n'en a pas parlé. Le fait que les syndicats sont dans la duplicité, parce que, je suis désolé, mais Agir Carco, le régime complémentaire, le point de bascule à 64 ans est déjà fait depuis longtemps. Or, ça s'est géré uniquement par les syndicats. Personne n'en a parlé. Mais ça, les et gens aujourd'hui, on a une clause de revoyure en 2027 dont personne ne parle. Si on n'explique pas ça aux gens, comment voulez-vous que si on reste sur les 64 ans, ils ne soient pas mécontents? Françoise, s'il vous plaît, vous restez avec nous, on revient dans un instant. Bruno, Milienne, on va continuer le débat, restez là, on revient. On fait une petite pause. Vous pouvez nous appeler 0826 300. Est-ce que vous trouvez que cette violence et cette hystérie collective est légitime? Est-ce que vous dites qu'il faut que ça s'arrête, que c'est une escalade? 0826 300. On vous attend jusqu'à 19h. Françoise, regardez ce que vous avez à dire. On revient dans un instant. À tout de suite. Bienvenue les amis, bienvenue dans Les Vraies Voix. C'est un débat animé, mais bon, c'est bien. Avec nos amis, Philippe David est avec nous, bien sûr, on est ensemble jusqu'à 20h. Philippe Bilger est avec nous, avec Françoise de Gois et Jean-Michel Fauvergue, et aussi notre ami Bruno Milienne, enfin je dis notre invité, pardon, député et porte-parole du Modem et du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Et on revenait sur ces perturbations. On disait, je recontextualise si vous permettez Françoise, de dire que est-ce que finalement c'est légitime, les insultes, la violence, est-ce que c'est légitime? Vous trouvez ça scandaleux? Pour l'instant, vous dites que vous êtes plutôt trouvez ça plutôt assez légitime. Nous, on se pose la question en disant, est-ce que finalement cette escalade, c'est ce qu'on disait avec monsieur le député, où ça va finir? Et là, Françoise, vous intervenez. Je le redis parce que je sais que Philippe Bilger aime pas ça, mais la réalité, c'est que je pense que dans le contact avec les élus, il n'y a pas d'escalade. Je le redis. Je redis que pour le moment, dans ces histoires-là, personne ne s'est fait tabasser. Aucun élu. Je vois bien celui qui s'est enfui de la fête de la fraise. Il n'a pas pris un coup, il n'a rien pris. On a connu des moments bien plus terribles dans l'histoire contemporaine du combat. Mais c'est pas ça le sujet. Mais écoutez, mais les opposants ont le droit de s'opposer et le député, il a le droit de s'enfuir s'il a envie de s'enfuir. Deuxième point, je termine avec Bruno qui disait, on a parlé que des 64 ans. Bruno, ce que je crois, mon cher ami, c'est que le point de rupture de cette affaire, c'est le 49.3. Et on sera d'accord avec Philippe Bilger. Le point de rupture de l'opinion, c'est le 49.3. Bon sang de bois, cette loi, il fallait la voter, la faire voter. Il aurait perdu, il aurait gagné. Tout le monde lui a dit en plus à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron essaie de refiler le bébé maintenant à Elisabeth Borne en disant c'est pas le chef d'État qui décide. Mais c'est pas ça, je parle pas de où tu vois les violences. Tu es policier, dis-moi où est les violences. Oui, les violences contre les élus ont augmenté. Je parle de la séquence où est-ce que tu... Et alors, et les tabassages aussi de manifestants, ça n'a pas augmenté aussi? Bruno Milienne. Françoise, si je peux me permettre, franchement, là on mélange tout. Vous voyez des élus marcher sur un ballon à l'effigie d'un ministre, ou traiter un ministre d'assassin dans l'hémicycle, comment voulez-vous que Madame Michu, entre guillemets, avec tout le respect que je lui dois, ne traite pas le président quand elle le voit de connard? Si la violence est dans l'hémicycle, elle sera dans la rue par les parlementaires, elle sera forcément dans la rue. Bruno, quand tu as, parce qu'il m'interpelle, quand tu as des ministres qui se relayent depuis des mois pour parler de la haine, le président de la République parle de foule haineuse. Aucun ministre n'est capable de ne pas mettre d'huile sur le feu. On parle de l'extrême gauche, on parle du terrorisme, de l'éco-terrorisme. Dis-moi ça.
si ce sont des mots de la part du président de la République, des ministres. Est-ce que tu crois que c'est des mots qui sont susceptibles d'apaiser? Écoute, sois honnête quand même. Non mais je vais être très honnête. Moi, j'ai aucun problème pour reconnaître qu'il y ait des mots qui n'auraient pas dû être dits. Mais de l'autre côté, du côté de tes amis, entre guillemets, franchement, ils attisent la haine en permanence. Tes amis de Renaissance, ils ont traité un député Front National de nazi. Est-ce que tu en as parlé? Est-ce que les bien sûr, débordements... mais moi je n'accepte aucune insulte, qu'elle vienne d'un côté ou de l'autre. Voilà, c'est tout. Et quand je m'y livre, je me flagelle. Merci beaucoup Bruno Millienne d'avoir été Bruno avec nous. Millienne se flagelle, c'est une information. Député et porte-parole du Modem et du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Débat houleux, mais en tout cas voilà, on se dit les choses. Merci en tout cas Philippe Bilger d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Françoise Degois d'avoir été avec nous. Merci Jean-Michel Fauvergue aussi de votre présence. C'était très sympa comme d'habitude. Dans un instant, on va vous parler apprentissage, on va vous parler emploi et on va encore donner la possibilité ou la chance à quelqu'un de pouvoir trouver un travail. Et c'est Kumba qui sera avec nous pour trouver du travail. On vous merci beaucoup. On vous retrouve demain, Philippe Bilger, et dans un instant, Jérôme Lavergne avec nous pour les vraies voix de l'emploi. Tout de suite.